Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ravie d'être donc avec vous ce matin pour évoquer notamment cette méthodologie, beaucoup, avec différents témoignages, vous allez le voir dans quelques minutes, de maîtres d'ouvrage. Et puis, on a évoqué Notre-Dame de Paris. On verra justement aussi dans d'autres projets non sportifs comment ça se passe et si cette méthodologie, finalement, elle peut s'appliquer ailleurs. Deuxième temps de cette matinée, et pour cela, je vais appeler Pierre-Antoine Molina, monsieur le préfet, délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et également pour évoquer cette Solidéo 2030, monsieur Damien Robert, directeur général de la Solidéo Alpes 2030. Merci beaucoup à tous les deux de nous rejoindre. Et je crois que c'est monsieur Pierre-Antoine Molina qui prend la parole en premier. C'est à vous, monsieur le préfet. Merci beaucoup, bonjour à tous. D'abord, ça me fait plaisir de me retrouver ici dans l'auditorium Yvette Chassagne qui me rappelle des souvenirs. Et aussi parce que, comme vient de le dire Yann, cette rencontre clôt le cycle de transmission de l'héritage méthodologique de la Solidéo après les rencontres qui ont été consacrées à son héritage environnemental et à son héritage social. Ça fait partie des objectifs qu'on avait assignés à la Solidéo et je suis heureux de voir qu'avec elle le relève avec le même brio que celui dont elle a fait preuve tout au long de cette période d'organisation des Jeux. J'imagine que vous souhaitez que je parle à la fois du caractère inédit et réplicable de la Solidéo. Je vais peut-être parler de deux choses alors, et puis je laisserai la troisième pour la suite des débats. L'organisation de l'État et puis la Solidéo en elle-même. Sur l'organisation de l'État, je crois que si on cherche à identifier des facteurs de réussite, parce que c'est vraiment l'exercice auquel on doit se livrer. On connaît la fin de l'histoire, on sait que ça s'est bien passé. Donc ça serait facile de dire que tout est formidable, mais en fait ce qu'il nous faut, c'est identifier ce qui a fait la différence. Bon. Et s'agissant de l'organisation de l'État, je crois qu'il y a un premier point qu'il faut relever, c'est qu'il y a eu un engagement fort, gouvernemental, ferme et continu de l'État derrière le projet. Et ça, je crois que c'est un élément important qui a rejailli sur la gouvernance de la Solidéo et sur la conduite du projet. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation de l'État lui-même, le choix qui a été fait, c'était celui d'une délégation interministérielle, la DIJOP. Vous avez peut-être vu dans la presse récemment que les délégations interministérielles avaient une réputation contrastée. C'est vrai que pour un ministre, un délégué interministériel, c'est quelqu'un qui va parler, dont la parole est plus libre que celle d'un directeur d'administration centrale. Il n'est pas sous les ordres du ministre, contrairement au directeur d'administration centrale. Il parle, donc c'est potentiellement un perturbateur. Et pour le directeur d'administration centrale, le délégué interministériel, c'est quelqu'un qui va se rajouter à sa chaîne hiérarchique, avec laquelle il faut déjà qu'il réponde aux commandes de sa chaîne hiérarchique ministérielle. Et en plus, il y a le délégué interministériel qui va venir livrer ses appréciations et passer lui-même ses commandes. Donc, c'est potentiellement perturbateur. Ça a marché pour trois raisons, à mon avis. D'abord, un lien fort avec Matignon. C'est la proximité d'une délégation interministérielle avec Matignon. C'est ce qui fait que la délégation interministérielle va pouvoir jouer son rôle de coordonner les différents ministères et préparer les arbitrages. Deuxièmement, un objectif lisible, parce que si l'objectif est trop mal défini et trop en concurrence avec celui des services ministériels, ça ne marchera pas. Et troisièmement, je crois qu'on doit beaucoup au mélange d'autorité et de tact dont ont fait preuve mes prédécesseurs pour arriver à jouer ce rôle. Concrètement, le rôle de la DIJOP, ça s'est traduit par une comitologie dont j'avoue que quand j'étais de l'autre côté, j'étais surtout effrayé par son caractère foisonnant. Et puis maintenant que j'y suis, je me dis c'est bien de simplifier, c'est bien de ne pas multiplier les réunions, mais c'est pas facile. D'ailleurs, je note que dans le rapport de la Cour des comptes, qui va être rendu public, il n'est pas encore public, qui va être rendu public, on sera sans doute invité à limiter la comitologie dans un rapport qui nous demande de créer des comités supplémentaires. Donc c'est toujours un peu le paradoxe. C'est une difficulté, mais la DIJOP, il faut qu'elle gère trois interfaces. Il faut qu'elle gère les interfaces entre les administrations de l'État, entre elles, les administrations centrales, l'interface entre le central et le territorial, les préfectures qui jouent un rôle opérationnel fondamental, et puis l'interface entre l'appareil de l'État et les organisateurs, COJO, Solidéo. Et dans les facteurs de réussite, je crois que la proximité qui existait dans les relations entre l'État, le COJO, je salue Étienne, et la Solidéo, ces échanges quasi quotidiens, au moins hebdomadaires, ont été pour beaucoup. Quelques remarques enfin sur la Solidéo. Cela a été dit, donc c'est un modèle inédit et réplicable. Alors, la réplicabilité, c'est ce qui fait le cœur de notre échange ce matin. Oui, c'était inédit. Il a fallu une loi pour créer cet établissement public
parce qu'il n'était réductible à aucun établissement existant. Sinon, on aurait pu faire ça par décret. On a pu faire ça par décret pour Damien, parce qu'il y avait le modèle de la Solidéo 24. La Solidéo, c'est plus qu'un établissement public d'aménagement. C'est notamment ce rôle de la supervision, j'y reviendrai. Un établissement inédit, un objet, un établissement dédié à un objectif. J'avoue que j'ai été surpris de le voir là encore que certains, la Cour des comptes, discutaient l'intérêt de cet organisme dédié. Je crois que ça a été un facteur de succès fondamental, un levier de mobilisation managériale puissant. Et donc, je pense que le fait qu'il soit dédié, c'était très important. Deuxièmement, la gouvernance, on l'a dit, c'était une gouvernance particulière, avec des répartitions de droits de vote, avec des pouvoirs du directeur général exécutif, qui ont été un facteur de succès fondamental. Déjà, à la base, c'était un choix d'un modèle de maîtrise d'ouvrage. Là encore, quand je suis arrivé dans ce dossier, il y a 4-5 ans, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais quelle idée! On est parti sur une trentaine de maîtres d'ouvrage, avec des capacités totalement différentes. Jamais les Anglais n'auraient fait ça. De fait, les Anglais n'ont pas du tout fait ça. Ils ont choisi un modèle totalement centralisé, et finalement, à l'arrivée, notre modèle... Un modèle totalement centralisé, c'était moins bien. Un modèle totalement décentralisé, je ne suis pas sûr que ça aurait marché. La Solidéo s'est située dans l'intervalle, avec une pluralité de maîtres d'ouvrage, mais une supervision forte. Et je crois que la notion de supervision, ça sera au cœur des discussions. Le CIO, aujourd'hui, trouve qu'on a eu raison d'avoir cette multiplicité de maîtrises d'ouvrage, parce que ça permet aux collectivités locales qui vont avoir les équipements en héritage de se les approprier d'emblée. Et donc, finalement, je pense que c'était pas mal, même si ce n'était pas mon idée initiale. Donc voilà, un établissement dédié, une gouvernance adaptée, portée par des cadres exceptionnels, et ce modèle de supervision original. Je crois que c'est à ce stade de notre débat, peut-être les points sur lesquels je voulais revenir. Après, j'imagine que sur la question de la supervision, son organisation, ses outils, sur la question de la réserve pour complément de programme, on aura la possibilité de développer un peu. Effectivement, merci beaucoup Pierre-Antoine Moulinat pour ces mots sur la gouvernance, hein, comment vous avez travaillé tous ensemble. On va maintenant, avec vous Yann, entrer un petit peu dans cette méthodologie qui a été, on l'a déjà dit, on l'a déjà entendu ce matin, essentielle pour livrer ces 70 ouvrages, infrastructures, bâtiments, avec ces 33 maîtres d'ouvrage différents qu'il a fallu emmener à vos côtés. Voilà, vous allez nous présenter dans quelques instants cette méthodologie, mais avant cela, on a retrouvé un petit extrait vidéo où vous êtes, je crois, le personnage principal. Tu as 3 mois. 3 mois, mais oui, 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça ne semble pas très faisable, madame. Pas mal. Joli talent d'acteur, Yann. Oui, 3 x 3, ça fait 9, oui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, en quelques mots, ce qui m'a semblé être les éléments essentiels qui ont permis à la Solidéo de relever ce défi hors norme, de livrer 4 milliards d'euros de travaux en 4 ans. Et je vais vous parler de la stratégie d'entreprise qui a été mise en place avant mon arrivée, dont j'ai pris la suite, et qui nous a permis de livrer, quoi qu'il advienne, dans les temps, dans les budgets, et avec un haut niveau d'ambition, les jeux, évidemment, mais aussi et surtout l'héritage. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour les collectivités, avec une très grande exigence en matière environnementale, en matière sociale, je salue Bernard qui est dans la salle, et en matière éthique et déontologique, ne l'oublions pas. Alors, pour illustrer mon propos, je commence par une photo. C'est une photo en mars 2021, c'est quelques mois après mon arrivée à la Solidéo. Et la photo suivante, slide suivante, c'est 3 ans et 3 mois plus tard. En 3 ans et 3 mois, on a, avec beaucoup d'entre vous dans la salle, construit et livré l'équivalent d'une ville de 70 terrains de foot assemblés. C'est 40 bâtiments, 300 000 m², c'est gigantesque. Et on a fait ça avec une vitesse qui est de 2 à 3 fois celle d'un projet classique, en respectant la totalité du droit du travail, du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme. Et 1 an plus tard,
Aujourd'hui, la phase héritage est quasi totalement livrée, conformément au planning. Je prends l'illustration de cette photo. Je salue les équipes de la direction de la construction et de l'architecture qui viennent de livrer cette très belle école à Duny. Et donc ça, c'est vraiment quoi de plus symbolique que ça pour montrer l'héritage. Les Jeux, c'est une dizaine d'écoles que nous livrons. Les écoliers ont fait leur entrée il y a quelques jours dans cette très belle école à Duny, avec beaux espaces publics et un jardin pour les enfants devant. Slide suivante. Et donc, à la fin de l'année, la Solido, avec ses moyens propres, quitte la scène et nous aurons livré 95% des ouvrages, des jeux reconvertis pour le territoire et les habitants. Et cette vitesse-là, elle est moins visible que celle des jeux, mais elle est tout aussi importante. Parce que, comme le dit le CIO, les jeux, c'est avant tout et surtout un levier d'accélération du développement des territoires. Slide suivante. Alors, on fait marche arrière. On se replace le soir de la cérémonie d'ouverture. Alors, j'ai choisi le Washington Post, mais j'aurais pu prendre d'autres médias nationaux ou internationaux. Tout le monde s'esbaudit devant la qualité, la beauté des ouvrages. Mais slide suivante. En fait, beaucoup de monde oublie ce soir-là de magie. Qu'en fait, on est un peu un contre-exemple dans l'histoire des méga-projets. Alors, j'ai choisi une étude d'un professeur à Oxford, dont je n'apprécie pas forcément toute la production, mais cette étude est très pertinente, je trouve, parce qu'il a regardé 10 000 projets dans le monde, tous complexes, pas forcément gros. Il faut bien faire la distinction entre un projet gros et un projet complexe. Un projet complexe, c'est un projet avec un très grand nombre d'interlocuteurs, pas forcément gros en montant. Il a étudié 10 000 projets. Il a regardé, donc, côté gauche de la slide, sur 100% des projets étudiés, il y en a en moyenne 0,5%. Moins de 1 sur 100 qui sont livrés dans le temps, dans le budget et dans les ambitions. Côté droit de la slide, deuxième ligne, il a regardé les ouvrages olympiques. Et en moyenne, ils sont en dépassement budgétaire de 157%. Slide suivante. Donc notre projet, il était a priori impossible. Je résume, il fallait livrer en 4 ans 4 milliards d'euros de travaux avec 150 collaborateurs à recruter, puisque la Solido n'existait pas. Aucune dérogation au droit du travail, au code de la construction. Les 3 paramètres de projet, budget, planning et programme ambition sont fixes. On n'a aucune marge de manœuvre sur aucun de ces paramètres-là. La littérature académique nous dit que moins de 1% des projets y arrivent. Et en plus, il faut innover. Et il faut notamment montrer ce qu'on sait faire de mieux en matière de construction durable et d'adaptation au changement climatique. Slide suivante. Et alors, pour ajouter de la complexité à la complexité, ce n'est pas un seul ouvrage qu'il faut livrer, mais c'est 70 ouvrages avec des typologies très différentes et des montants d'investissement très différents. Slide suivante. Cerise sur le gâteau, l'écosystème de la Solideo, que Nicolas Ferrand a eu le courage d'organiser, c'est 13 cofinanceurs, dont l'État majoritaire, mais aussi beaucoup de cofinancement des collectivités, et puis 32 maîtres d'ouvrage autour de la Solideo, donc un schéma très atypique de délégation d'une partie des responsabilités à des maîtres d'ouvrage tiers dont vous faites partie, avec malgré tout le besoin pour l'État que la Solido garantisse la réussite de tout le monde. Slide suivante. Voilà, donc je vous ai présenté ça, et en fait, on y est arrivé. Alors, on y est arrivé, les gens me disent parfois c'est la magie des jeux. En fait, non, c'est pas la magie des jeux, c'est une méthode singulière. Et donc l'objet aujourd'hui, c'est de vous partager cette méthode. Et donc je vais vous présenter 7 grandes idées. Elles seront largement, bien sûr, développées dans les tables rondes. La première idée, c'est slide suivante, le soft power, c'est l'humain. Et donc là, je tire mon chapeau aux femmes et aux hommes de la Solideo. Vous avez ici une image à l'hôtel de ville de Paris. C'est un discours de notre présidente. Et je voulais saluer en fait le courage des collaborateurs. Et ça vaut aussi pour vous, maîtres d'ouvrage supervisés, le courage de vos collaborateurs. Parce qu'en fait, c'est rare dans les grands projets que l'équipe qui démarre le projet soit encore là à la fin. C'est classique que les équipes changent parce que les projets sont secoués, bousculés, et il y a souvent des changements des directions et des collaborateurs. Et donc, il fallait du courage pour se lancer. Et une fois qu'on s'est lancé, alors non, pas celle suivante, celle d'avant, une fois qu'on s'est lancé, il faut de la résilience et de l'agilité.
Et ce terme agilité, il en fait sourire certains d'entre vous. Je vois David qui sourit, je vois Agathe qui sourit. Beaucoup d'entre vous sourient parce que, en fait, il n'y a pas de magie. Et donc, on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup d'aléas. Et en fait, le niveau de résilience et d'agilité dont on a dû faire preuve, alors il est humain, parce qu'on est des hommes et des femmes, mais il est extrêmement élevé autour voilà, d'une volonté d'y arriver, une volonté de trouver des solutions. Ce n'est pas forcément de trouver la cause des problèmes, mais de trouver des solutions. L'humain. Donc, slide suivante. Une fois qu'on a l'humain, les femmes et les hommes, c'est 90% du boulot. Ensuite, c'est la méthode. Alors, première idée sur les 7. La première, je vais employer un terme anglais que j'aime bien, qui est plus, je trouve plus impactant, think slow, act fast. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut prendre le temps de cadrer le projet. Il aurait été très tentant, vu la pression calendaire que nous avions, le besoin de l'État, d'être en permanence rassuré sur le fait qu'on allait y arriver. On a malgré tout eu le courage, l'audace de prendre le temps de cadrer le projet. J'échange beaucoup avec Damien sur ça. C'est contre-intuitif, en fait. On voudrait partir en courant et il faut prendre le temps. Et donc, et donc ça, c'est tout le travail de Philippe Rosier, puis d'Armel Richardot et de Kevin Vasseur, que je salue. Ils ont eu ce courage de prendre le temps et de cadrer avec vous tous, maîtres d'ouvrage supervisés, 3 points. Un volet technique, donc ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle et technique, de nombreux échanges avec le COJO et avec les utilisateurs finaux qui sont les collectivités en héritage, pour définir précisément ce à quoi les ouvrages devaient servir, de façon très précise. Deuxième point de cadrage, la gestion des parties prenantes. Alors ça, c'est globalement, ça veut dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quel niveau d'information on partage avec les uns et les autres. Et c'est là qu'on a fait un choix atypique. On a choisi de confier à des tiers, à 32 maîtres d'ouvrage, des objets. Et on l'a fait avec une forme de confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, et on a mis en place un système de rappel, une corde de rappel, avec la capacité de la Solidéo, le cas échéant de se substituer en cas de défaillance du maître d'ouvrage, chose qu'on n'a jamais souhaité faire, et donc on a mis en place une gestion des risques très structurée pour à tout prix éviter ça, et on a très bien réussi, parce que tous les maîtres d'ouvrage ont livré. Et puis, dernier point de cadrage, et il ne faut pas le sous-estimer, c'est ma petite touche personnelle, c'est les process et les outils. On pense souvent à tort que sur un projet, on peut réutiliser des choses sur étagère. Et en fait, non, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a pris le temps, malgré la pression calendaire, de se poser et de constituer nos process et nos outils spécifiques, parfaitement adapté au projet, et ça nous a été d'une très grande utilité lorsque les aléas, et on a eu pas mal, sont intervenus. Et je pense à posteriori qu'on ne passe jamais assez de temps et d'énergie sur ce dernier volet. Donc tout ça, slide suivante, ça aboutit à une convention d'objectifs. Donc c'est un terme que la direction de la supervision a créé, ça n'existait pas. Ce contrat qu'on a signé avec ces éléments de cadrage, avec donc toutes les parties prenantes, maîtres d'ouvrage supervisés et puis utilisateurs finaux, il y a 22 annexes, c'est extrêmement lourd à faire. À nouveau contre-intuitif, vu la pression des délais, mais on a tenu bon. On vous a peut-être convaincu, persuadé à force d'insister sur le fait qu'il fallait le signer, mais on s'est tous rendu compte durant l'exécution du projet que cet outil-là était quelque part le rocher auquel on s'est tous accrochés durant les difficultés qu'on a, les péripéties qu'on a subies, dont on s'est relevé. Slide suivante. La deuxième idée, c'est la maîtrise des risques. Et en fait, elle prend tout son sens à l'aune de la mission qui nous est confiée, qui est de livrer quoi qu'il advienne. Comment est-ce qu'on livre quoi qu'il advienne, malgré le Covid qu'on ne connaissait pas, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine, les ouvrages dans les temps, dans les budgets, dans les ambitions. La seule façon qu'on a trouvée, nous, c'est ce qu'on appelle le dogme du plan B. C'est cette obsession permanente qu'on a eue et qu'on vous a transmise de construire des plans B, des plans C, mais qui ne restaient pas sur une feuille de papier. En fait, on les a financés, ces plans B, donc RTE témoignera, je salue Thérèse, ça tout à l'heure. Concrètement, ça s'est traduit par des marchés sur étagère, des boîtes à outils qu'on a passées. On avait les entreprises qui étaient prêtes et on les a jamais déclenchées, pour la plupart. On est même allé chercher des autorisations d'urbanisme qu'on n'a pas mises en œuvre. Tout ça parce qu'on souhaitait être chaque jour en capacité de déclencher dès le lendemain
le plan B. Quelque part, on a évité l'écueil de croire que le plan A, comme je l'ai souvent vu dans mes précédentes fonctions, allait miraculeusement revenir sur les rails. Troisième idée, la gestion des écarts. Alors, ça, c'est, je vous ai cette petite phrase au centre, les projets souvent gérés déraillent, même s'ils sont bien gérés, ils déraillent du fait de modifications de programme tardives. Donc, voilà, je pense notamment à Paris 2024, notre utilisateur final, un des utilisateurs finaux principaux. On a eu beaucoup de demandes de modifications et il a fallu qu'on arrive à résister. Quand on pouvait les faire, on les a mises en œuvre. Quand on ne pouvait pas les faire, on a rationalisé la raison pour laquelle ça n'était pas possible. Et donc, slide suivante, ça se traduit par une fiche de modification de programme dont on est très fier. Elle est assez complexe, il ne faut pas la regarder dans le détail, mais elle vous montre visuellement le niveau de précision dans lequel on est allé à chaque fois qu'il fallait tester la faisabilité financière et calendaire d'une modification. Et donc, les faits à l'appui, on a pu, quand on pouvait dire oui, mais aussi parfois dire non aux injonctions, modifications de programmes tardives qui nous sont arrivées des utilisateurs. Et donc, de façon amicale et consensuelle, on a pu résister quand on a estimé que c'était nécessaire pour préserver le budget et le planning. Quatrième idée, la gestion des marges. Alors, c'est un sujet qui est en général très bien maîtrisé, que vous maîtrisez tous très très bien. Sur le volet financier, sur le volet calendaire, on voulait vous partager un petit retour d'expérience. On a en fait assumé d'imposer à tout le monde une marge finale, un buffer, c'est le terme anglophone qui est utilisé très souvent, final, que la Solido a contraint dans tous les plannings. Et ça a obligé tous les maîtres d'ouvrage à faire bouger leur planning vers la gauche. Et on a créé une forme d'urgence dans les premières phases du projet pour éviter que des retards pris au démarrage sur des phases d'études ne puissent plus être rattrapés plus tard. Ça a un coût. En fait, ça a un coût, mais un coût qu'on assume parce que ça nous a donné ensuite le pouvoir discrétionnaire de consommer cette marge supplémentaire en accord avec les maîtres d'ouvrage lorsque les aléas, quand on a eu, sont survenus. Slide suivante, et ça c'est une de mes préférées, c'est la capacité à décider. Le professeur Oxford le dit très bien dans plusieurs de ses ouvrages, la plupart des méga-projets ne sont pas livrés à l'heure car les décisions nécessaires face à la survenance d'aléas ne sont pas prises suffisamment rapidement. Alors, on voulait éviter cet écueil. On l'a fait de trois manières. D'abord, on a formalisé un processus de prise de décision qui s'impose à tous. On vous en fait contraint à la décision. On passait en conseil d'administration de façon régulière avec une présentation de jalons et d'un avancement pour chacun des jalons qui structuraient vos plannings. En échange de cette contrainte à décider, on a mis en place une information qui soit précise, transparente et qui reflète la réalité. Et ça, c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire. En fait, c'est ça, une grosse plus-value de la supervision, c'est d'arriver à trouver les bons indicateurs qui soient compréhensibles par les décideurs et qui reflètent la réalité du terrain et qui permettent ensuite, en conseil d'administration, de décider de façon confortable. Et le dernier point, c'est, monsieur le délégué en parlait, la coordination permanente par le DIJOP au service de cette prise de décision dans une comitologie foisonnante, mais qu'on assume parce qu'elle a été nécessaire pour que les indicateurs soient tous compris par tout le monde au bon moment en amont de la prise de décision. Slide suivante. Et donc, voilà, il ne faut pas regarder dans le détail, mais cette photo-là, en fait, c'est l'état de santé d'un projet. On pourrait penser que c'est beaucoup, mais en fait, ce n'est pas beaucoup. On a dû choisir les indicateurs qui nous semblaient les plus pertinents. Et ensuite, tout le monde s'est acculturé à ces indicateurs, les a compris, se les a appropriés au plus haut niveau, jusqu'aux décideurs. Et ça a permis ensuite de rythmer les prises de décision en conseil d'administration. Et donc, slide suivante, j'illustre ça donc par deux schémas pyramidaux. Donc, le premier qui part de la revue de projet opérationnel qui va jusqu'au CA et qui montre la circulation permanente de cette information précise depuis le niveau opérationnel jusqu'au niveau de la décision. Et deuxième slide. Ah non, il n'y en a qu'une seule. Et du coup, ça permet aussi d'illustrer la comitologie préparatoire sous l'égide du DIJOP pour coordonner l'État et les maîtres d'ouvrage supervisés, dont de nombreuses collectivités. Slide suivante. Je reviens sur l'humain. Slide suivante. Pour vous partager quelque chose d'assez atypique, c'est qu'on a assumé d'internaliser à la Solidéo un certain nombre d'expertises.
Et donc on a embauché, et je les salue aujourd'hui, des experts en environnement, des experts en sécurité, en accessibilité universelle, en innovation, en planification et en contract management. En fait, c'est un petit peu atypique. On dit souvent que le maître d'ouvrage n'est pas sachant. Mais en fait, on a voulu que ces experts, alors surtout ne se substituent pas à nos experts externes, à nos maîtres d'œuvre, à nos entreprises, mais en fait viennent teinter notre prise de décision, viennent porter au plus proche du décideur ces éléments d'objectifs prioritaires qui ont constitué notre ADN et qui sont l'environnement, la sécurité, l'emploi, l'accessibilité, l'innovation, le planning et l'exécution contractuelle. Et donc on a fait en sorte dans notre organisation interne de refléter que cette organisation soit le miroir de nos objectifs prioritaires, stratégiques de l'établissement. Slide suivante, et ça sera mon dernier point. Tout ça, on a pu le mettre en œuvre parce qu'on est parti d'une feuille blanche. Parce qu'en fait, on a eu le courage. Il y a eu une décision politique qui était visionnaire et qui a été d'assumer qu'on parte de rien. Ça nous a permis, à Nicolas que je salue et puis ensuite à moi-même, d'organiser l'entreprise avec finalement beaucoup de liberté et de mettre en œuvre tous les ingrédients que je vous ai présentés aujourd'hui. Et j'ai un exemple d'illustration, il ne faut pas regarder dans le détail, mais c'est pour vous montrer la richesse de notre documentation contractuelle, alors que certains ont bondi, parce qu'on a signé beaucoup de marchés, beaucoup de contrats. En fait, on l'assume parce que, comme on partait d'une feuille blanche, on a écrit des contrats qui étaient très efficaces, qui étaient très clairs dans les responsabilités de chacun, qui définissaient clairement les priorités. Et donc, ça a créé une forme de lisibilité permanente de la Solideo vis-à-vis de ses parties prenantes sur les enjeux et sur les objectifs. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'étais un petit peu long, mais je voulais partager ces éléments-là. Et je suis, voilà, avant de passer la parole à Damien, je suis certain que l'équipe 2030, et je les salue, je suis très heureux qu'ils soient là aujourd'hui, je suis certain qu'ils feront une magnifique recette de ces quelques ingrédients que modestement on voulait leur partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Yann, pour ce retour sur la méthodologie. Damien Robert, directeur général de la Solideo Alpes 2030, qui du coup ne part pas d'une page blanche. C'était pas fini. Et donc tu parles d'une page blanche parce qu'en fait, on va publier dans quelques jours le rapport de tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. On est en train de le formaliser. Et donc vous avez un petit QR code qui vous en donne une première version qui est en mise en page et qui sera du coup la concrétisation de notre héritage méthodologique au service des grands projets et de modestement d'Alpes 2030. Pardon. Merci Yann, c'est donc à vous, Damien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis évidemment très heureux d'être là. Merci beaucoup à Yann de nous avoir invités. J'ai quand même un tout petit peu l'impression de me sentir dans la peau de Jamel Debbouze, mais j'espère que ça ne va pas durer et que je vais trouver évidemment la potion magique. J'ai aussi un peu l'impression d'être le petit-fils Benjamin. Pas cadet, parce que j'ai quand même deux frères aînés. Il y a Nicolas Ferrand et puis Yann Krasinski sous l'œil bienveillant du tuteur Pierre-Antoine Molina, de l'examinateur final Étienne Taubois, qui ont tous passé les haies et qui ont eu leur bac avec mention très bien et félicitations du jury. Ce qui fait que voilà, j'ai l'impression d'être le petit-fils Benjamin qu'il va falloir un petit peu pousser pour y arriver. Non, au-delà de cette introduction, moi, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est qu'effectivement, la question de la réplicabilité, elle était au cœur de la réflexion de 2030, puisqu'il le choix a été fait de, là encore, créer un étabbissement public pour les Alpes 2030, projet qui n'a pas grand-chose à voir quelque part avec 2024. Je vais vous donner 2-3 chiffres. C'est pas 17 000 athlètes, mais c'est 3 500. C'est pas 70 ouvrages, mais c'est... on ne sait pas très bien d'ailleurs combien. C'est entre 35 et 40. C'est 4 sites très, très éclatés géographiquement. C'est moins de maîtres d'ouvrage. C'est 100 disciplines, etc. Et évidemment sur un territoire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Île-de-France, même si on sait que 2024 a débordé de l'Île-de-France. Donc un projet très différent, mais... comme tu le disais très bien, Yann, un méga projet sur lequel, évidemment, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut évidemment essayer de s'inspirer le plus possible. Et pour le coup, la situation dans laquelle nous nous trouvons, Alpes 2030,
favorise au maximum la réplicabilité. D'abord parce qu'on a la chance historique d'accueillir 2 Olympiades en 6 ans, 2024-2030, et 6 ans... Alors, j'ai regardé ce matin s'il y avait d'autres pays qui avaient eu cette chance-là. Je crois qu'il y a les États-Unis, je parle sous le contrôle d'Étienne, qui connaît ça évidemment beaucoup mieux que moi. Il me semble qu'il y a eu les États-Unis au début des années 80, mais sinon, c'est quand même assez rare, voire historique. Et c'est vrai que 6 ans, c'est probablement le laps de temps idéal pour favoriser la réplicabilité, puisque, on le voit bien avec Yann, nous arrivons au début d'une histoire, là où une autre histoire finit. Et donc, c'est exactement là où, à mon avis, la capitalisation peut être maximum. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on a très peu de temps. On a beaucoup moins de temps qu'en 2024, à peu près 2 ans de moins, et qu'en fait, par nécessité, on ne peut pas réinventer la roue, et il faut aller au plus vite pour pouvoir, évidemment, être au rendez-vous de l'hiver 2030. Je rappelle qu'on a 4 ans, globalement, puisqu'il faut livrer... Il faut livrer, a priori, à la fin de l'été de 2029, 4 ans dans des territoires où il est plus difficile de travailler en hiver, pour des raisons, évidemment, vous connaissez, des raisons climatiques. Donc, un temps qui est évidemment très, très contraint. Et puis, par ailleurs, troisième raison, on parle beaucoup de la Solidéo ce matin, mais le dispositif de pilotage des JO, de manière générale, a été dupliqué de 2024 à 2030, ça a été le choix qui a été fait. Je pense que c'est un choix heureux. Non seulement c'est une Solidéo 2030 qui s'inspire très fortement de la Solidéo 2024, mais au-delà de ça, il y a une DIJOP, et un DIJOP qui garde le même rôle et qui évidemment a capitalisé sur 2024. Et puis un COJO aussi. Je salue Anthony Piqueras qui d'ailleurs fait le lien entre les deux COJO. Un COJO qui, là aussi, capitalise beaucoup sur Paris 2024, à la fois en humain, mais aussi en méthode. Alors que, et à un moment où on s'interroge aussi beaucoup, ça a été, je crois, un des sujets pour 2024, entre les relations et les limites de prestations entre le COJO et la Solidéo. Pour le coup, là, évidemment, les limites de prestations, il y a encore des sujets, mais on les connaît. Elles sont déjà beaucoup plus identifiées, donc on va là aussi gagner beaucoup de temps. Et puis enfin, quatrième raison pour laquelle la capitalisation va être maximale, c'est que dans les 2 cas, l'héritage est au cœur des jeux, très clairement, et en tout cas pour 2030, c'est évidemment, on a 2 missions, c'est évidemment délivrer pour 2030, mais aussi quelque part préparer la montagne pour 2050. Je ne fais que paraphraser Renaud Muselier, président de la région Sud. Et je crois que 2024 avait là aussi au cœur de sa mission l'héritage. Et ce qui est intéressant, c'est que les équipes de Yann sont à un moment où ils délivrent l'héritage. Et donc tous les réflexes que forcément on n'a pas forcément quand on est très pressé par le temps au début pour dire d'abord on va essayer de livrer les jeux, les réflexes de l'héritage en disant il faut avoir un réflexe héritage, il faut penser l'héritage avant de penser les jeux, eh bien on l'a aussi. Donc pour toutes ces raisons, on a nous fait le choix de vraiment capitaliser au maximum sur ce qui a été fait pour 2024. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide des 7 commandements? Je vais vous donner quelques illustrations très concrètes, puisque la Solidéo 2030, elle existe depuis maintenant un peu plus de 6 mois. On a mis en application au moins 4 aujourd'hui des 7 commandements de la table qui est sous vos yeux. Ça produit déjà des résultats. Le premier, on l'a pris totalement à l'envers, à rebours, c'est-à-dire que c'est le 7e, pardon. Oser partir d'une feuille blanche, là, pour le coup, là, on a considéré qu'il fallait surtout pas partir d'une feuille blanche. Et donc, on a fait le choix, encore une fois un peu contraint, évidemment, de ne pas partir d'une feuille blanche parce qu'en fait, il existait énormément de choses et qu'on allait plagier, certes, ajuster, mais je le dis, heureusement qu'on n'est pas dans le domaine des droits d'auteur parce qu'on fait du plagiat tous les jours à la Solidéo 2030 avec l'aide des équipes de la Solidéo 2024. Nous avons récupéré un certain nombre de documents, de processus, d'outils, etc., de manière industrielle, pour gagner du temps, pour finalement compresser
Ce temps qui est évidemment nécessaire, mais qui est un peu improductif pour créer une structure, créer un établissement public, c'est malheureusement, Nicolas le sait, il y a un temps incompressible très important. Déposer des statuts, chercher un agent comptable, trouver des locaux, etc. etc. Et donc, il faut qu'on a capitalisé beaucoup sur tous les outils qui nous permettent de fonctionner au jour le jour. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement précieux. Et on a, je crois, gagné beaucoup de semaines, voire de mois là-dessus. Donc, on n'est pas du tout parti d'une feuille blanche. En revanche, pour le commandement numéro 1, Think Slow, Act Fast, c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif. C'est un des premiers conseils que m'a donné Yann quand on s'est vu la première fois, c'est de dire prenez le temps. Vous allez être pris par le temps, mais prenez le temps de réfléchir. Perdez du temps au début pour en gagner après. Et on s'est vraiment contraint, et on se contraint tous les jours. Hein. Je parle sous le contrôle de l'ensemble du comité de direction de la Solidéo 2030 qui est ici aujourd'hui. On prend le temps pour gagner du temps après. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple où on était très pressé, c'était de lancer le plus gros équipement, la patinoire olympique de Nice. Diane Pouget en parlera, je pense, à la table ronde d'après, beaucoup plus précisément que moi. Mais au début, on s'est dit, il faut qu'on le lance avant l'été, le marché, parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà, tout est prêt, on y va, on verra après. Et en fait, on s'est dit, attends, stop. Je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse encore un petit peu. Il y a quand même trop de zones d'incertitude. Ça va nous faire... la fragilité du dispositif est trop grande. Donc tant pis, on perd 2 mois, on travaille 2 mois, et je crois que ces 2 mois-là ont été absolument cruciaux pour lancer un marché qui est beaucoup plus solide. Sur un autre exemple qui est un peu plus lointain, mais qui a des implications directes et qui est un exemple en fait conjoint entre le COJO et la Solidéo, c'est la question des stationnements. Stationnement en montagne. Dans la candidature, il y a un certain nombre de parkings qui sont prévus, d'ouvrages, etc. On a fait le choix, je crois, collectif, avec DIJOP, les régions et le COJO, de se dire, prenons le temps de penser, évidemment, la question des flux, des problématiques de stationnement, de dépose, etc., avant de se lancer dans des ouvrages dont on ne sait pas vraiment si, à la fois en héritage et pour les Jeux, ils sont totalement nécessaires. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Pas facile à prendre, mais je pense qu'elle est absolument salutaire pour que les Jeux soient réussis derrière. Et puis, entre guillemets, revers de la médaille, je reprends le commandement numéro 5, se mettre en capacité de décider. Ça aussi, on l'a appliqué tout de suite sur un certain nombre de choses, parce que pour le coup, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps, et il y a un certain nombre d'opérations structurantes sur lesquelles il fallait qu'on se lance tout de suite. La Solidéo a été créée fin février 2025. Le 14 avril 2025, nous avions un premier conseil d'administration à Marseille, où nous avons déjà pris des délibérations très opérationnelles. Lancer 2 villages, les 2 villages les plus structurants de la candidature, le village de Nice et de Briançon, en tout cas les plus difficiles à mettre en œuvre. On a fait le choix collectif, puisque c'était un conseil d'administration avec les 42 administrateurs, l'ensemble du mouvement sportif, les représentants de l'État qui sont nombreux ce matin, les représentants des collectivités, dont certains sont aussi là aujourd'hui. On a fait le choix de se dire, il faut qu'on y aille, sinon, là, pour le coup, on hypothèque la possibilité de réaliser ces villages en temps et en heure. Donc, à la fois, la capacité de décider tout de suite et de se mettre en capacité d'assumer cette décision collective, quitte après, effectivement, à pouvoir régler, ajuster les écarts et les marges. Et évidemment, il y en aura beaucoup. Et puis enfin, 6e commandement, qui est probablement le plus important, et en tout cas, moi, j'en ai fait peut-être le commandement premier, c'est l'humain avant tout et au centre de tout. Alors ça peut être, c'est souvent un peu galvaudé de dire l'humain avant tout. Pour le coup, là, ça nous des implications concrètes, puisque quand je suis arrivé à la Solidéo, on était 3. On était 3. Et donc, évidemment, la priorité, ça a été de constituer une équipe. Et l'équipe est finalement ce qui va régler 90% des sujets. Avoir une bonne équipe soudée, motivée, autonome, pour réaliser ces Jeux sur lesquels on est très attendu. En plus, dans un territoire où, en tout cas pour un certain nombre, pour le territoire sud, il n'y a pas eu de grands événements sportifs qui ont été accueillis. Il fallait très vite constituer
une équipe. Et je peux vous le dire, là aussi, sous le contrôle de ceux qui s'en sont occupés, notre directrice des ressources s'y emploie, on a passé beaucoup de temps à recruter vite et bien. On va d'ailleurs recruter plus vite que prévu, parce qu'il me semble que c'est évidemment la clé pour réussir. Et dans l'humain, il y a évidemment l'équipe interne, mais il y a aussi, je crois, l'ensemble de l'écosystème. Hein, c'est très important. On est sur un territoire très éclaté, avec 2 régions, beaucoup de collectivités très diverses qui sont partie prenante et qui sont très en attente des Jeux. Hein. Ça va de petit village de montagne à la métropole, évidemment, de Nice. Et donc, il y a un écosystème très important à souder, à mettre en confiance. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai tout de suite, grâce notamment à Pierre-Antoine, pris la roue pour aller voir tout de suite tout le monde dès la première semaine de mon arrivée pour, quelque part, tout de suite tisser des relations de confiance et de transparence avec l'ensemble des collectivités et des futurs maîtres d'ouvrage, puisque, effectivement, une bonne partie de la candidature et du projet sera délivrée aussi par les collectivités et par les maîtres d'ouvrage. Et j'ajoute évidemment que ces relations de confiance et de transparence, elles sont absolument déterminantes avec le COJO. Et je crois que là aussi, ça a été la priorité. Ça a été tout de suite de rentrer dans des relations extrêmement régulières, de se parler quasiment tous les jours et en toute transparence avec la petite équipe qui grandit du COJO 2030. Donc vous le voyez, on n'a pas encore respecté les 8 commandements, mais on a déjà tiré bénéfice de beaucoup de conseils, d'expertise, d'outils de 2024. Et c'est une des raisons pour lesquelles, puisqu'on va y arriver évidemment, on arrivera à livrer des Jeux en 2030. Merci beaucoup. Merci Damien Robert. Merci à tous les 3 d'avoir été là en ce début de matinée sur la présentation de cette méthodologie dans ses grandes lignes. On va rentrer pas mal dans le détail maintenant. Et avant d'entrer dans le détail de la méthodologie et de la supervision des différents maîtres d'ouvrage, eh bien, je vais demander à 2 hommes qui ont travaillé main dans la main pendant plusieurs années, l'un côté Solideo, l'autre côté Paris 2024, de bien vouloir me rejoindre. Nicolas Ferrand, Étienne Taubois sont avec nous ce matin. Bonjour à tous les 2. Vous avez le droit de partager le même canapé si vous le souhaitez. Hein. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, peut-être. Merci en tout cas d'être là. Ce matin, on a déjà évoqué pas mal les relations entre la Solideo et Paris 2024. Tous les 2, vous avez changé de casquette depuis ces temps. Vous êtes des ex-DG, Solideo, Paris 2024. Mais vous vous entendez toujours très bien, manifestement. Étienne Taubois, ancien DG de Paris 2024, ancien olympien aussi, et ça a son importance dans parfois certaines décisions qui ont pu être prises, en tout cas certains points importants sur lesquels vous avez fait passer les désirs des athlètes également. Dites-nous un petit peu de votre point de vue, Étienne, comment vous avez travaillé avec la Solideo, quelles ont été les clés du succès de cette collaboration ? Bonjour à tous d'abord. Comment on a travaillé avec... Plutôt bien. Plutôt bien. Je crois que Pierre-Antoine Molina a donné quelques éléments clés de la réussite de cette collaboration. D'abord, c'était une structure dédiée. Ça, c'était pour nous hyper important, de pouvoir avoir de la réactivité, de pouvoir avoir quelqu'un vers qui se tourner pour gérer l'ensemble du dispositif. C'était un agrégateur de maîtrise d'ouvrage, et je pense que ça s'avérait très important. C'était différent, tu l'as dit, de Londres, de Sochi, ce qui a permis de maintenir les maîtrises d'ouvrage sous tension, intéresser directement à leurs différents ouvrages et de bien gérer finalement ce qui sera demain l'héritage versus les besoins immédiats du COJOP qu'il nous fallait livrer. D'ailleurs, petite parenthèse, Yann, sur le nombre de modifications de programme. Finalement, 700 à comparer aux plus de 5000 de Londres, c'est assez faible au regard du nombre d'ouvrages, et pas que à cause de Paris 2024, aussi beaucoup à cause des maîtrises d'ouvrage, voire de la Solideo elle-même, qui, en tant que maîtrise d'ouvrage ou autre, forcément sur un projet de 7 ans, les choses évoluent. Les règlements des fédérations internationales évoluent, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et je crois que c'était super important d'avoir cette structure qui permette justement de gérer cette évolution tout en garantissant le contrôle et le maintien. Donc quelque part, les différentes fonctions
de la Solidéo, je crois qu'on peut dire qu'on ne s'est pas trompé à la fois sur l'agrégation de maîtrise d'ouvrage, à la fois sur le fait que la Solidéo elle-même, avec des expertises pointues, comme le rapportait Yann, a pu prendre la maîtrise d'ouvrage sur probablement l'objet le plus complexe, notamment le village, mais pas que. Cette capacité aussi d'ingénierie financière, on en a un peu parlé, mais ce qui a permis finalement de gérer, y compris les sujets financiers, de manière fluide, et donc il n'y a jamais eu finalement d'enjeu de financement pour les différentes maîtrises d'ouvrage à aucun moment du projet, donc pas de rupture. Et puis, bon, oui, cette arme atomique de la potentielle substitution qui, évidemment, n'a pas été utilisée, mais qui a permis de mettre en place un certain nombre de reporting assez contraignants parfois, mais qui, finalement, garantit la bonne tenue des chantiers. Donc, tout ça, je crois que ça a été la clé de la réussite. Et puis... alors, on ne va pas revenir sur le facteur humain, mais c'était absolument indispensable d'avoir, par définition, une bonne compréhension entre les acteurs, des réunions régulières pour justement prendre un certain nombre de décisions, et puis la capacité à s'aligner sur notre ambition. Là aussi, on avait une ambition extraordinairement forte en matière environnementale. C'était même une condition initiale du projet. L'ambition sociale, on a été précurseur sur une charte sociale à laquelle s'est joint la Solidéo et qui a permis, là encore, d'avoir un dialogue permanent avec les résultats qu'on connaît. Peut-être que Nicolas y reviendra, en matière d'accidentologie, etc., qui était absolument unique et inédite. Bref, de pouvoir s'aligner véritablement sur notre ambition. Et puis enfin, encore une fois, cette proximité, ça a permis de faire des arbitrages en permanence, parce qu'il y a des zones grises. Il y a des zones grises toujours entre qu'est-ce qui est de l'héritage et qu'est-ce qui est du spécifique JO. Et parfois, c'est pas si évident de trouver la bonne réponse. Et donc, je crois qu'on a eu, avec Nicolas, avec aussi Michel Cadot, un dialogue constant qui nous a permis, parfois même, de repousser un certain nombre d'arbitrages en se disant, bon, de toute façon, on avance, et puis on verra après. Et ça nous a permis, finalement, de maintenir une dynamique dans le respect des uns et des autres, avec une interface faite par la Solidéo sur l'ensemble de l'écosystème, notamment les autres maîtrises d'ouvrage. Et je crois qu'on ne peut que se féliciter finalement du dispositif qui, nous, a été pour nous hyper rassurant, parce qu'on pouvait s'appuyer sur une compétence présente, permanente, et Nicolas a une présence tranquillisante. Alors Nicolas, l'expérience, vous la partagez ? Je vais repartir du mot sécurisant. Et je pense qu'il y a un élément qu'il faut toujours avoir en tête, c'est la différence profonde entre la Solidéo et le COJO, presque culturellement. C'est-à-dire que quand on arrive en 17... C'est qu'elle nous regardait. Quand on arrive en 17, c'est quoi le contexte ? Le contexte, c'est... On sort des Jeux de Rio dans lesquels les infras, ça s'était extrêmement mal passé. Dans le monde olympique, il y a une espèce d'idée que ce qui pose problème, ce n'est pas l'organisation des Jeux, c'est la livraison dans les temps de l'ensemble des infras qui sont nécessaires. Il y a quand même ça qui existe. Et dans le contexte français, en 17, on ne savait plus faire des grands projets. C'est Notre-Dame-des-Landes en 2017. C'est le PR de Flamanville, pour parler d'un sujet dont je suis un peu plus proche actuellement. Et donc... on est dans un contexte où, a priori, il peut y avoir une suspicion. Et à ça s'ajoute une chose, c'est que lorsqu'on fait de l'infra, on construit, pour du très long terme, des choses qui sont très dures. Pour les jeux, alors Étienne, je vais caricaturer et tu m'en voudras, mais pour les jeux, si 2 heures avant le début de la compétition, on s'aperçoit qu'il y a un problème d'éclairage, on peut toujours rajouter un spot, un truc, un machin. 2 semaines. Mais il y a cette flexibilité que structurellement vous avez que nous, on n'a pas. Et donc, on arrive dans un contexte où les trucs sont compliqués. Alors, il y a le facteur humain, profondément, ok. Il y a cette idée, et je pense qu'il y a un truc qu'on ne s'est pas dit, mais qu'on avait tous les deux en tête, assez fort, c'est que, au-delà de livrer des ouvrages, il y avait des choses très lourdes qui se jouaient. Il y avait des choses très lourdes qui se jouaient pour le mouvement olympique. C'est la réussite de ce qu'on appelle l'agenda 2020, c'est-à-dire la possibilité de livrer des jeux moins chers, on peut le dire comme ça, moins chers, plus efficaces, avec un héritage plus grand. Et ça, c'était absolument crucial, au-delà des Jeux de Paris. Il y avait ça derrière. Il faut montrer que ça marche, parce que c'est l'avenir des Jeux Olympiques et de ce moment extraordinaire que sont les Jeux Olympiques. Et pour nous, Solidéo,
et derrière nous, les puissances publiques, c'est est-ce qu'en France, on est encore capable de faire des grands projets? Et en fait, on avait ça en commun autour des ouvrages, c'est qu'à travers les ouvrages, on avait chacun un objectif qui dépassait les jeux, qui nous emmenait de par nos cultures précédentes, etc., et que quelque part on apportait. Donc, première idée. Et donc, je pense que sur les Jeux de 2030, dont on va parler, il y a ça aussi qui se joue. C'est finalement la montagne demain. Est-ce qu'on est encore capable de faire des grands événements en montagne demain? C'est quoi le modèle de montagne, au-delà des Jeux de 2030? Et je pense que ça, on l'a toujours eu en tête, et ça nous permet de nous porter plus loin. Et la deuxième chose qui nous a permis, je pense, de réussir, tu l'as dit, mais je voudrais insister dessus, vous aviez dans le dossier de candidature mis la barre extrêmement haut d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. La charte sociale, en fait, elle existe dès le dossier de candidature. C'est pas la Solideo, c'est avant, c'est vous. Et après, après, on les a déclinés dans les ouvrages, ensuite dans l'événement. Mais non. Le dossier de candidature avait posé l'ambition extrêmement haute d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Et on n'a rien lâché. Et au moment où c'était difficile, parce que dans la vie d'un projet, il y a toujours des moments où c'est difficile, et on se dit, bon allez, ça va bien, hein, si on laissait tomber tel ou tel critère, comme ça, on se redonne des marges de manœuvre. En fait, le fait qu'on soit absolument alignés tous les deux, ça a permis de se serrer les coudes et de tenir. Et moi, je suis absolument convaincu que si on a été capable de livrer dans les temps et dans les délais, c'est parce qu'on a maintenu ce niveau d'ambition et qu'on a été capable de dire à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, à l'ensemble des maîtres d'œuvre, à l'ensemble des entreprises, des fournisseurs de matériaux, non seulement vous livrez le plus grand événement mondial, et donc qui sera vu par l'ensemble du monde, mais en plus, on est en train de démontrer quelque chose sur notre capacité à faire la ville au XXIe siècle, etc. Deuxième idée. Donc cet alignement, je pense que c'était extrêmement important. Alignement sur des objectifs qui nous dépassent, 20, capacité à faire des projets. Alignement sur une ambition environnementale sur laquelle on n'a rien lâché. Si on avait commencé à lâcher un truc sur le social, sur l'environnemental, collectivement, on aurait détricoté. Vous savez, quand on tire la maille d'un tissu, on se retrouve juste avec le fil, on n'a plus de tissu. Et puis, troisième idée que je voulais dire, que je voulais partager. J'en avais d'autres, on verra si on a le temps après. Troisième idée que je voulais partager. C'est pas gagné. Yann vous a décrit à la fois les procédures et tout l'environnement contractuel qu'on a pu mettre en place. Alors, il n'a pas passé en revue toutes les rubriques, mais il y a quelque chose d'extrêmement riche autour de ça. Quand on est comme ça, avec une contrainte de temps et de pression extrêmement forte, en fait, c'est bien d'avoir un contrat, mais il n'y a pas de juge. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si l'une des deux parties ne veut pas respecter le contrat, si l'une des deux parties ne veut pas respecter le contrat, quelque part, on n'a pas le temps d'aller chez un juge pour dire bah, « attends, on avait dit à l'article 22 ». Ce qui nous a permis de tenir, c'est qu'on a écrit un contrat, on a écrit des procédures, et tout le monde, à commencer par le COJO, la Solideo, mais aussi tous les maîtres d'ouvrage, se sont sentis moralement liés par ce qui a été écrit. Ce n'est pas toujours le cas dans la sphère publique, monsieur le préfet. Il y a un certain nombre de documents qui sont en fait des bases une base pour négocier dans le futur, qu'on a signé. Et là, ça a eu un caractère impératif. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très singulier, qui fait qu'on a pu déployer la supervision, grâce à Philippe Prosier et toutes ses équipes, qu'on a pu se tenir bon sur l'ensemble du programme à livrer. Et ce côté, cet engagement moral de l'ensemble des parties, je pense qu'il faut être capable de le recréer dans les Alpes 2030, il faut être capable de le recréer sur les autres grands projets, les grands projets culturels. Pourquoi est-ce que je parle des grands projets culturels? Parce que le maître d'ouvrage, le client, quelquefois, est très loin de ce que c'est que bâtir et peut avoir des idées qui changent dans le temps. J'ai encore une idée? Je ne sais pas, on redonne la parole à Étienne ou pas? Étienne. Allez, Étienne. Parce que moi, je voudrais quand même savoir si tout a fonctionné, tout a bien marché, les jeux ont été une réussite, etc. Il y a eu des tensions quand même, forcément. Comment vous les avez traversées, réglées? Oui, il y a évidemment qu'il y a eu des tensions, mais je vais revenir encore une fois sur, d'ailleurs, le point que faisait Nicolas sur l'ambition est absolument clé. Parce que c'est aussi pour ça qu'il a été parfois générateur de tension, mais c'est parce qu'il y avait cette ambition, qu'il y avait ce sentiment que c'était peut-être impossible, qu'il y a eu cette mobilisation phénoménale. Je vais prendre un sujet qui n'a rien à voir, mais je pense que si vous parlez à Laurent Nunez, préfet de police, sur la cérémonie d'ouverture
en ville, ça a été un catalyse de mobilisation extraordinaire, parce que c'était dingue. Et faire ce qu'on a fait, ce que la Solidéo a fait, c'était dingue. Mais quand on a des objectifs et une ambition énorme, finalement, ça mobilise. Ça... Et puis peut-être que c'est très français d'ailleurs. On aime ce défi de se dire, tiens, tu me dis que je ne suis pas capable, moi je vais te montrer que je suis capable. Et parfois, évidemment qu'il y a des tentatives de prendre des raccourcis, où il y a des tentatives de faire moins cher, où il y a des tentatives voilà, et ça, c'est jamais arrivé. Alors parfois, ça se faisait avec de la tension. Hein. On a tous eu des discussions, y compris d'ailleurs sur ces zones grises. Et c'est là où l'humain reprend le dessus. C'est-à-dire que cet engagement moral dont parlait Nicolas, on le retrouvait dans la posture des uns et des autres. Et on s'est tous mobilisés pour livrer. Finalement, on avait une espèce d'objectif de rêve commun qui était de montrer ce que la France a de meilleur, d'être en capacité de faire démonstration au monde que ces Jeux allaient être une réussite extraordinaire dans un contexte très difficile. Et je crois que voilà, quand c'est difficile, c'est là où l'humain, c'est là où le respect, la bonne compréhension, en l'occurrence, les valeurs olympiques de respect, d'excellence qui débouchent sur de l'amitié, on l'avait. Et puis on avait aussi cette ambition purement française, d'une certaine manière, d'égalité, de fraternité. On s'est retrouvés là-dedans et on a réussi à faire cette synthèse. Et quand ça a chauffé, parce que ça a chauffé, évidemment, on a des ingénieurs qui sont un peu différents avec les maîtrises d'ouvrage, on n'a pas les mêmes plannings et les mêmes en termes de temps, etc. Et donc forcément qu'il y a eu des frictions. Mais ces frictions-là, c'est là où l'humain est la clé et où le fait d'avoir... voilà, une espèce de cap commun sur lequel on s'était mis d'accord. Et je reviens à ce que disait Yann sur c'est très important de prendre le temps de savoir le qui fait quoi et le quoi. Ça nous a permis de revenir à ces bases de temps à autre pour se redire c'est ce qu'on avait dit. Et derrière, on avançait. Et ça, ça a été super important. Ça a été sur des choses techniques. Hein. Je ne reprendrai pas. On a eu 2-3... Je vais parler d'Élancourt avec Nicolas. On va parler d'Élancourt. Toujours fâché ou pas Le centre aquatique, la plage 8 mètres, 10 mètres. Nous, on avait besoin d'une plage de 10 mètres. Sur l'héritage, 8 mètres, ça suffit. Mais bon, il fallait qu'on fasse 10 mètres. Quoi. Et là-dessus, il y a eu un arbitrage et on a fait 10 mètres. Et puis, il y a d'autres choses où finalement, on a lâché un peu. Et c'était bien comme ça. Donc, Élancourt, alors je vais dire un mot d'Élancourt, mais il faut quand même rendre hommage au troisième homme. Hein. Il y a Jean Castex, puis Michel Cadot, parce que là, on est là tous les deux, on aurait pu en mettre les 2 Dijobs successifs sur le ici-là, qui participent de cette dynamique. Même si quelque part, le fait qu'il y ait un troisième homme qui a ce rôle de Dijob, ça nous a incité souvent à tomber d'accord tous les deux, plutôt qu'à aller porter notre différend devant lui. Non, mais en termes de dynamique collective, c'est important. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. D'autant qu'on le voyait toutes les semaines. Toutes les semaines. Et donc, les problèmes par loyauté, si les problèmes n'étaient pas résolus, il fallait remonter. Élancourt, on sait... Je pense qu'on a dû vraiment s'engueuler peut-être une fois ou deux en 7 ans. Pas beaucoup plus que ça, ce qui finalement est assez bien. Et en fait, on s'est engueulé sur des incompréhensions. Alors, je prends l'exemple d'Élancourt. Nous, on avait... Élancourt, c'est la colline de VTT, vous savez. Voilà. Donc, on doit... C'est Pauline Ferrand-Frévaux, quand même. Pardon. Ça valait le coup de le faire. Absolument. C'est une ancienne décharge qu'il fallait transformer en piste de VTT, un environnement extraordinaire. Superbe. Et à l'été 23... un an avant les Jeux, comme pour tous les équipements, il faut faire ce qu'on appelle les test events, c'est-à-dire les tests un an avant pour voir l'état de préparation et vérifier que ça se passe bien. Et il y a un truc qu'on ne comprend pas, sur ce que c'est que le test event d'Élancourt. Nous, on pense que, en gros, Étienne va prendre son vélo, il va descendre, il va nous dire ouais, bon, là, ça va à peu près, il faut que dans un an, ça soit un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et je ne sais toujours pas à quel moment, en fait, le COJO avait organisé une compétition mondiale. Or, nous, on était absolument prêts pour une compétition mondiale. Donc, Étienne débarque 2 mois avant en disant c'est quoi ce truc? Comment est-ce que vous voulez que je puisse accueillir les meilleurs des descendeurs mondiaux pour une compétition préalable dans un truc qui ressemblait franchement à un chantier et sur lequel nous, ok, la piste était à peu près tracée, mais on n'avait pas les zones d'accueil et tout ce qui contribuait à une expérience parfaite, à la fois pour le public, pour les compétiteurs, pour les médias, etc., etc., etc. Et ça nous a valu beaucoup d'engueulades à l'été. Mais quelque part, il y a un moment où on ne s'est pas compris, je ne sais pas quand,
Bon, et puis ça n'empêche qu'on... voilà. Et ça, je redis par rapport à 2030, il faut trouver les moyens d'éviter ce genre de choses ou de se voir suffisamment souvent. Surtout dans cette dernière ligne droite où on a déjà 5 ans ou 5 ans et demi de boulot ensemble, on pense que en fait, l'implicite est explicite, en fait, l'implicite n'est jamais explicite. Voilà. Et donc, faites attention sur la fin. Le COJO avait tellement d'autres trucs à faire, nous aussi, et je pense qu'il y a un moment où on ne s'est pas vu sur la toute fin. Peut-être une réponse pour redonner le contexte. En fait, on est sur du VTT. Ils sont toujours pas d'accord. Non, mais c'est pour expliquer le contexte. Et justement, la différence de vue entre un aménageur, un constructeur, et puis des gens qui sont en charge d'organiser une compétition sportive. Le VTT, ça va vite, c'est dangereux. Tout le monde connaît Mathieu Van Der Poel. À Tokyo, il s'est flingué le dos. Il y a des gens qui finissent dans les arbres. C'est dangereux. Et donc, ça va très très vite. Et donc, il faut que le terrain, il puisse encaisser ça. D'autant que des fois, il pleut. D'autant que Elancourt, comme le disait Nicolas, c'est une décharge. Donc, en fait, le truc, c'est pas de la terre normale, etc. Il y avait du verre qui remontait à chaque fois qu'il y avait de la pluie. Bon, voilà. Donc, pour nous, c'était un peu paniquant. Et je pense que la Solidéo, à l'époque, ne l'a pas tout de suite compris, et nous, on l'a probablement pas bien expliqué. C'est là où c'est super important de se parler, d'autant que faire une piste de VTT, c'est un objet un peu particulier qui nécessite une expertise. On a fait venir des gens du Canada, rappelle-toi, qui est très particulière. Et je pense que pour la Solidéo, il y aura, on en a déjà parlé, de 3 sujets autour de la glace, autour de la neige, autour de machin, etc. C'est des choses très, très techniques. Et donc c'est là où c'est encore une fois l'importance du dialogue, l'importance de prendre le temps de bien définir les objets, de bien les comprendre. Il y a un travail, évidemment, du COJOP à bien expliquer tout ça, et un travail d'absorption côté Solidéo. Et ça, c'est un effort quotidien. Et globalement, ça s'est plutôt très bien passé, parce qu'on aurait pu parler, par exemple, de Versailles et de l'équitation, autre sujet éminemment complexe, pour lequel, là, ça s'est plutôt bien passé, malgré tout ce qu'on a vécu en termes de précipitation, etc., etc. Mais on y est arrivé. Donc, voilà, tout ça pour dire que puis c'est bien de temps en temps d'avoir des contacts un peu... Voilà. Viril mais correct, je dis ça pour Isabelle notamment, mais c'était correct. Voilà. Messieurs, on a dépassé le timing imparti, mais quand même, je voudrais qu'en 1 minute, chacun nous disiez que si vous aviez quelque chose à changer, à faire un peu différemment, et notamment en prévision d'Alpes 2030, Nicolas, qu'est-ce que vous feriez évoluer? 3, bon. J'en ai 3. Et c'est pas 3 minutes. Hein. On va se débrouiller. La première chose, mon immense regret, Étienne, c'est que j'avais pas les anneaux dans mon logo. Voilà. Et ça, c'est une espèce de blessure quelque part. Tu parlais de Benjamin, il y a des moments où on se considérait un peu comme les cousins de province, tu vois, on était admis à la table, mais on n'avait pas comme les autres. Bon, voilà, je ne sais pas ce que tu peux faire vis-à-vis du CIO. On a essayé, on a perdu la première fois, mais il faut toujours réessayer, puisque là, aujourd'hui, on a du naming, pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, on est pas loin. La deuxième chose, je pense que tu as fait énormément d'efforts pour nous expliquer ce que c'était que les Jeux Olympiques. Tu nous as emmenés à Pyeongchang avec Henri qui est, je sais pas où là-bas. Tu nous as emmenés à Pyeongchang en 2018. Ça a changé ma vision des Jeux Olympiques. C'est pas juste des jeunes en short qui courent dans un stade, enfin surtout l'hiver. Mais voilà. Et donc ça, je suis pas sûr qu'on ait fait la même chose vis-à-vis des équipes du COJO pour montrer ce que c'était qu'un très très grand chantier et les contraintes qu'on peut avoir dans un très grand chantier, surtout quand on a un maître d'ouvrage public. Un maître d'ouvrage public, privé un peu plus de marge, mais maître d'ouvrage public, il est pieds. Et je pense que là, il y a ce travail d'acculturation. Vous l'avez beaucoup fait vis-à-vis de nous. Je pense qu'on n'a pas fait la réciproque. On est allé grâce à vous à Londres et tout ça. Et puis, troisième chose, et ça, c'est vraiment pour Damien, il y a un truc. Nous, en fait, notre histoire, côté Solidéo, elle s'est arrêtée en février-mars 24. Bah oui, on avait livré, on expédie des affaires courantes, etc. Et c'est le moment où vous montez en puissance. Ok, c'est normal. Et en fait, vous allez exploser pendant les Jeux, exploser au sens... voilà. Et en fait, nous, on avait livré, on n'avait plus rien à faire, on se tournait un peu les pouces. Et l'immense regret que j'ai, c'est que... Kevin, oui, on avait à peu près... On se tournait à peu près les pouces. L'immense regret que j'ai, c'est qu'on n'est pas... Nous, Solidéo, était capable de prendre une part active, en vert ou en bleu, ou en je ne sais pas quelle couleur, pendant les Jeux, pour... non pas vivre l'événement depuis les tribunes, parce que vous nous avez organisé ça, mais vivre l'événement
complètement avec vous. Et je pense, là, si j'ai un truc à te dire, Damien, c'est tu démerdes-toi pour que, en 2030, vous soyez, avec toutes les fonctions des volontaires, mais vous soyez volontaires pour vivre complètement l'événement de dedans, et pas simplement comme spectateur regardant les équipements que vous avez faits. Petite réaction rapide d'Étienne. Ouais, alors des trucs qu'on aurait pu mieux faire. En fait, je voudrais plutôt moins insister sur les trucs qu'on a fait bien et qu'il faudrait que vous puissiez, avec un challenge qui est un peu différent, notamment, on avait au départ accueilli les équipes de Nicolas chez nous. On était ensemble. Vous êtes un peu plus loin à Marseille. On a pour autant fait aussi quelques, et peut-être pas assez souvent, du team building ensemble. Je pense que c'était très important. Donc n'hésitez pas, surtout au début, à faire des choses ensemble pour que les équipes apprennent à bien se connaître. Ça me permet de saluer Anthony Piqueras qui est à côté d'Augustin, parce que ça fait aussi la liaison sur le point que tu disais, c'est-à-dire la capacité à finalement organiser une forme de porosité technique entre les équipes pour avoir encore plus de complicité avant. Et puis derrière, c'est vrai que le pendant, on y avait pensé, on s'est posé la question. Tu voulais pas trop te déshabiller, nous on voulait avoir des gens à temps plein, en permanence et complètement focus. C'est compliqué à faire, mais si vous pouvez le faire, c'est vrai que c'est une aventure fantastique à vivre de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a, et là-dessus mea culpa, le CIO nous aide pas avec ces histoires d'anneaux, et je crois qu'il faut remonter au front. Mais c'est vrai que l'intégration aurait pu être plus forte, parce que clairement le rôle de la Solidéo dans le succès des jeux a probablement, en tout cas je le pense, été un peu sous-estimé par rapport à la visibilité que peut avoir le comité d'organisation lui-même. Et ça, je pense qu'on peut mieux faire sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir ravivé quelques souvenirs ce matin.